aujourd'hui on va s'intéresser à la description d'un mouvement. Alors, le plan pour aujourd'hui, un petit peu de vocabulaire, ensuite on va parler du choix du référentiel et de son importance. On enchaînera ensuite par la notion de vitesse moyenne et de vitesse instantanée, et on finira par étudier quelques mouvements rectilignes. On prendra 3 exemples de mouvements rectilignes. Alors, pour commencer, un petit peu de vocabulaire. Donc, quand on parle de l'étude d'un mouvement, déjà, il faut parler, on va parler d'un objet précis, et l'objet dont on étudie le mouvement, c'est ce qu'on va appeler le système. Donc, l'étude de ce mouvement va se faire selon ce qu'on appelle un référentiel. On va parler du référentiel après, mais une définition qu'on pourrait donner, déjà, ce serait un point de vue, ou alors un objet de référence depuis lequel on étudie le mouvement. Et quand on parle de mouvement, la définition d'un mouvement, ça comporte 2 choses. Ça comporte la trajectoire du système, donc une trajectoire, vous avez déjà vu des exemples de trajectoire au collège, donc ici une trajectoire, elle peut être rectiligne, elle peut être circulaire, ou dans un cas plus général, on va dire qu'on a une trajectoire qui est curviligne, mais on va également parler de l'évolution de la vitesse du système. Donc la vitesse, elle peut augmenter au cours du temps, dans ce cas-là, on aura un mouvement qui va être accéléré. On peut avoir une vitesse qui est constante, dans ce cas-là on va parler de vitesse uniforme, et on peut avoir un système qui ralentit au cours du temps, qui a une vitesse qui diminue, donc on va parler de mouvement décéléré ou ralenti. Alors pour parler de l'importance du choix du référentiel, on va faire une petite manipulation rapide. Donc en fait on va étudier le mouvement d'une balle, donc qui est lâchée par une personne qui est directement qui est posée sur une trottinette. En fait. Donc là, la personne va avancer avec sa trottinette, il va lâcher la balle, et puis on va essayer d'étudier le mouvement de cette balle. Déjà, on peut se poser la question, et ça c'est pas forcément super intuitif, c'est la balle que la personne va lâcher, où est-ce qu'elle va atterrir? Est-ce qu'elle va atterrir derrière la personne, ou est-ce qu'elle va atterrir au niveau de ses pieds, ou même voire devant elle? Donc ça, c'est pas quelque chose d'intuitif. Je vous laisse essayer de peut-être répondre à la question avant qu'on fasse le pointage. Essayez de deviner où est-ce que va atterrir la balle. Est-ce qu'elle va atterrir devant lui, derrière lui, au niveau de ses pieds? Bon, on va voir. Moi, je vais réaliser le pointage. Des pointages, on va en faire plusieurs en TP. Donc je vais en fait cliquer sur la balle à chaque instant, à chaque image. Vous voyez que hop, si j'avance ici, image par image, et ben la balle elle bouge, et ben je vais pointer la position de cette balle au cours du temps. Alors moi le logiciel va le faire automatiquement, mais vous verrez qu'en TP vous aurez besoin de cliquer dessus à chaque fois. Bref, comme ça on va pouvoir obtenir sa trajectoire. Alors voilà, moi j'ai déjà réglé ma vidéo, j'ai mis une échelle ici, le petit bâton il fait 1 mètre, j'ai mis des axes, et je lui demande en fait de chercher la position de la balle au fil du temps, donc lui il va le faire automatiquement. Alors voilà, faut juste accepter ici, et voilà. Donc là j'obtiens la trajectoire de ma balle que je vais pouvoir représenter dans un graphique. Donc moi la trajectoire c'est Y en fonction de X, et je retrouve ici, donc on va afficher qu'un seul graphique peut-être, voilà. Et je retrouve ici ma trajectoire de ma balle qui a une trajectoire curviligne a priori, donc certainement un portion de parabole, mais nous on va appeler ça une trajectoire curviligne. Bon, cette trajectoire, c'est la trajectoire de la balle qui est vue depuis ce qu'on appelle le référentiel terrestre, c'est-à-dire elle est vue depuis, je suis un observateur qui est fixe à la surface de la Terre et je regarde la personne passer devant moi et lâcher la balle. Donc à la place de la personne qui a pris la vidéo, entre guillemets. Bon, déjà, en petite réponse à la question de tout à l'heure, on peut voir que ici ma balle tombe au niveau de ses pieds. La balle, une fois qu'elle est lâchée, elle garde la même vitesse que la personne qui est en trottinette. Donc si elle est à vitesse constante et si on néglige les forces de frottement, etc., l'objet va tomber au niveau de ses pieds. Alors maintenant, je vais essayer de faire autre chose. Je vais essayer de me placer dans le référentiel trottinette. Donc on va essayer de voir quelle va être la trajectoire de la balle vue depuis la personne qui est sur la trottinette. Voilà, donc ici le principe c'est de choisir des axes qui vont être mobiles avec la personne. Donc moi mon axe, je vais dire que ça va être ma roue de trottinette ici, et hop, voilà. Et on va lui expliquer que la roue elle va se situer dans le petit cadre qui est ici. Et on va recommencer notre pointage. Hop. Et cette fois le graphique qu'on va pouvoir afficher, alors je vais juste enlever le dernier point qui est incorrect. Voilà, et voici le graphique qu'on obtient. Alors là, vous allez me dire, c'est
il y a un souci, oui, c'est juste un souci d'échelle. On va enlever l'échelle automatique, on va remettre environ la même échelle que tout à l'heure. On va aller de -1 à 1. Hop. Et ben là, ce qu'on observe cette fois, c'est la trajectoire de la balle vue depuis la personne qui est sur la trottinette. Donc ici, la balle avance un petit peu, certainement parce que la personne ralentit avec la trottinette, mais normalement, on a un mouvement qui devrait être parfaitement rectiligne et orienté parfaitement à la verticale. D'accord, bon. Ici, il y a un petit décalage, mais on a quand même une trajectoire qui est rectiligne, contrairement à tout à l'heure où on avait quelque chose de curviligne. Alors, je vous ai résumé ça sur un petit graphique. On a été dans Excel, on a fait ce petit graphique. Donc ici, en bleu, la trajectoire de la balle vue depuis un observateur qui est fixe, vue depuis la personne qui prenait la vidéo. Et en orange, ici, la trajectoire de ma balle qui est vue depuis la personne qui est sur la trottinette. Donc on voit bien qu'on a deux trajectoires différentes. Donc à gauche, c'est ce qu'on va appeler le référentiel terrestre en bleu. Donc le référentiel terrestre qu'on a dit tout à l'heure, c'est voilà, c'est une personne qui est fixe à la surface de la Terre, donc on lui associe un repère mathématique qui a son origine à la surface de la Terre, et ici depuis le référentiel qu'on va appeler le référentiel trottinette. Et on voit bien que la trajectoire dépend du référentiel d'étude. Donc nous, à chaque fois qu'on va étudier un mouvement, avant de même de commencer l'étude du mouvement, on va devoir préciser dans quel référentiel on l'étudie. Et ça, c'est quelque chose que vous savez déjà, vous avez déjà fait des exercices là-dessus au collège. Par exemple, si vous voyez une voiture qui a à 140 km/h sur l'autoroute, donc elle est en excès de vitesse, hein, mais imaginons elle est à 140 sur l'autoroute, bah, c'est une vitesse qui est très élevée, mais par contre, si vous êtes en voiture à côté à 110 km/h et que cette voiture vous double, en fait, vous la voyez avancer comme si elle avait une vitesse de 30 km/h, d'accord ? Donc le mouvement, que ce soit les trajectoires ou les vitesses, vont dépendre du référentiel dans lequel vous vous placez. Bon, eh ben, on va essayer maintenant, nous, d'étudier justement des mouvements. Alors là, je vous ai mis les résultats d'un pointage, d'accord. Donc ce sont les positions successives, comme si on avait pointé la position de ma balle, d'accord. Bah, là, c'est les positions successives d'un système au cours du temps, et on a pointé, donc chaque croix correspond à la position du système, et entre deux croix, on a un écart de temps de 200 millisecondes. C'est ce qu'on va noter delta t, donc la durée entre les deux positions successives d'un système. Le sens du mouvement, il va de gauche vers la droite, et j'ai numéroté mes points. Alors je les ai pas tous numérotés pour pas surcharger le schéma, j'ai mis le premier, le dernier, et les points 3 et 4, c'est ceux qui vont nous intéresser ici. Donc déjà, on peut définir ce qu'est le vecteur déplacement. Alors il n'y a pas une grande définition ici à donner, hein. C'est un vecteur mathématique qui part du point 3 et qui va jusqu'au point 4 et qui nous donne l'information sur le déplacement du système. Et donc là, ce qu'on appelle la norme de ce vecteur déplacement, sa longueur, ça va être la distance parcourue par le système entre le point 3 et le point 4. Bon, ben nous, quand on va devoir étudier un mouvement comme ça, moi j'aimerais bien par exemple connaître la vitesse du système entre le point 3 et le point 4. Et bien pour ça, il faudrait qu'on nous donne une échelle qui nous donne un lien entre ce qu'on a sur notre feuille et ce qu'on a dans la réalité. Donc ici, moi, je vous fournis une échelle, c'est-à-dire que mon petit trait en blanc ici, qui fait 1,5 cm sur ma feuille, et ben dans la réalité, il va correspondre à 2 mètres. Donc déjà, je vais pouvoir, en utilisant des relations de proportionnalité, calculer, déterminer la distance qui a été parcourue entre le point 3 et le point 4. Donc pour ça, je mesure directement avec ma règle, je trouve 2,2 cm sur ma feuille et je vais utiliser un petit tableau de proportionnalité. Donc l'échelle me donne comme information que sur la feuille, 1,5 cm correspond dans la réalité à 2 mètres. Et ben moi j'ai mesuré 2,2 cm. Ça correspond à quelle longueur dans la réalité? Si je fais mon petit calcul, je trouve une valeur de 2,9 mètres. Oh, ça va être très facile de calculer la vitesse. Maintenant, je sais que j'ai parcouru 2,9 mètres en 200 millisecondes. Donc, j'ai juste à appliquer ma formule que vous connaissez, formule de la vitesse moyenne d divisé par delta t. Donc, 2,9 mètres divisé par 210-3, 200 millisecondes que j'ai converti en secondes, en fait. Et j'obtiens 14,5 mètres par seconde. Donc là, ce que je viens de calculer, c'est la vitesse du système entre le point 3 et le point 4. Donc ça, c'est une vitesse moyenne entre 3 et 4. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une vitesse moyenne? Bah, une vitesse moyenne, c'est la définition que vous connaissez, c'est la distance parcourue par le système divisée par la durée du parcours.
Donc si je vais d'un point A et un point A à un point B, ben, je prends la distance entre ces deux points et je divise par la durée du parcours. Moi, ce que j'aimerais bien faire maintenant en seconde, c'est réussir à calculer ce qu'on appelle la vitesse instantanée, la vitesse en un point. Par exemple, quand vous êtes sur l'autoroute, voilà, la vitesse qui est affichée par le compteur du véhicule, c'est directement la vitesse instantanée. Quand vous êtes flashé par un radar, bah, le radar va vous donner la valeur de vitesse instantanée au moment où vous êtes passé devant le radar. Sauf que si on réfléchit un petit peu, bah, trouver une formule pour calculer une vitesse instantanée, ça va pas être facile parce que la vitesse en un point précis, bah, j'ai pas de distance à mesurer, j'ai pas d'écart de temps non plus, j'ai pas d'intervalle de temps, de durée, donc je vois pas comment je vais pouvoir calculer une vitesse instantanée. Donc on va être obligé de faire une approximation. Et l'approximation qu'on va faire, c'est que eh ben, quand on a un pointage comme ça, la vitesse instantanée au point 3, donc la vitesse au point 3, on va considérer que ça correspond à la vitesse moyenne entre le point 3 et le point 4. Donc dans le cas où j'ai un intervalle de temps qui est court, ce qui est le cas ici, 200 millisecondes, c'est une durée qui est assez faible. Donc voilà, il faut bien comprendre que ce qu'on fait, c'est vraiment une approximation. Vu qu'on ne peut pas calculer la vitesse précisément en un point, on considère que la vitesse instantanée correspond à la vitesse moyenne entre le point 3 et le point d'après, et le point 4. Alors si on généralise un petit peu, on va trouver quand même une formule du coup. Bah, la vitesse instantanée en un point i, c'est la distance entre le point i et le point d'après, que je vais noter mi plus 1. D'accord? Tout à l'heure, bah, i était égal à 3, c'était la vitesse au point 3 qu'on calculait, donc ça faisait m3, m4, divisé par la durée du parcours. Donc l'intervalle de temps entre le point i et le point i plus 1. Et donc voilà, je vous ai remis le fait que c'est bien une approximation, qu'on ne peut pas mesurer de distance, on ne peut pas calculer, déterminer un intervalle de temps, donc on fait cette approximation pour déterminer la vitesse en un point. Bon, j'aimerais bien représenter maintenant cette vitesse sur un schéma. Donc on va utiliser aussi la notion de vecteur. Donc un vecteur, bon, vous l'aurez certainement vu en mathématiques déjà, c'est un segment fléché. Et ce vecteur va nous donner l'information sur le sens du déplacement, mais aussi sur la valeur de la vitesse. Plus le vecteur va être d'une longueur importante, plus la vitesse va être importante. Et bien pour ça, il nous faut à nouveau une échelle. Donc échelle que je vous donne ici. Si j'ai une vitesse de 2 mètres par seconde, je vais faire un vecteur de 1 cm sur ma feuille. Bon, ben nous, on avait calculé la vitesse tout à l'heure, donc on avait trouvé 14,5 mètres par seconde, ce qui me ferait une longueur de vecteur de 7,5 cm sur ma feuille. Bon, la formule vectorielle, voilà, on va pas vraiment la retenir. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le vecteur vitesse, il est collinéaire au vecteur déplacement. Ça, c'est de la forme U égale K fois V, un vecteur U égale K fois vecteur V, que vous avez vu en mathématiques normalement. Donc ça veut dire que le vecteur ici V3 est collinéaire au vecteur M3, M4. Et deux vecteurs qui sont collinéaires, c'est très simple, c'est juste qu'ils ont la même direction. Si on a un qui est horizontal, l'autre va être horizontal également. Et bien rappelez-vous, mon vecteur M3, M4, il était horizontal justement, il allait de M3 à M4. Donc mon vecteur V3 va être horizontal également, dans la même direction. Là, ils sont de même sens en plus, parce qu'il n'y a pas de signe négatif dans mon égalité, bref. Et on se doute bien que mon vecteur vitesse, il est orienté vers la droite, vu que le sens du mouvement, c'est-à-dire que mon objet va de la gauche vers la droite. Donc évidemment, le vecteur vitesse va dans le même sens que mon vecteur déplacement. Et je l'ai fait d'une longueur bien précise, je l'ai fait d'une longueur de 7,3 cm par rapport au calcul que j'ai fait tout à l'heure. Donc bien sûr, on s'entraînera à faire ça en exercice. Alors, 3 types de mouvements différents. Mouvement rectiligne, bah, il peut être soit uniforme, accéléré ou décéléré, on a vu tout à l'heure. Alors, rectiligne uniforme, c'est très simple à repérer. L'écart entre deux positions successives, il est constant pendant un intervalle de temps qui est constant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon objet, il parcourt toujours la même distance pendant toujours la même durée. Donc forcément, il a une vitesse qui est constante. Donc on va parler de mouvement qui est uniforme. En plus, mes points sont alignés, donc c'est rectiligne. On peut le voir d'une autre manière aussi. On peut voir que le vecteur vitesse, il est constant au cours du mouvement. Il a toujours la même direction, toujours le même sens et toujours la même valeur, la même norme, la même longueur. Donc là, j'ai un mouvement qui est rectiligne uniforme.
Eh ben, deux autres cas, mouvement rectiligne accéléré, donc regardez deux justifications possibles. L'écart entre les points augmente toujours pour un même intervalle de temps, donc il parcourt une distance plus grande pour un delta t qui est fixe, forcément sa vitesse augmente. Et on peut voir que si je trace le vecteur vitesse instantanée en plusieurs points, eh ben, ce vecteur est de plus en plus grand, donc on voit bien que la vitesse augmente ici. Pareil pour un mouvement rectiligne, ralenti ou décéléré. Le vecteur vitesse, sa norme, elle diminue au cours du temps, et on a un écart entre les points qui est de plus en plus petit, donc la distance parcourue est de plus en plus faible pendant un delta t donné. Allez, sur ce, à bientôt.